Bienvenue à tous dans le débrief. L'Afrique a le taux d'urbanisation le plus élevé au monde. Selon ONU Habitat, le taux d'urbanisation croît de 4% chaque année dans le continent. Les défis sont nombreux pour les États africains qui tendent de plus en plus vers la création de villes nouvelles, à l'image de Tamesna ou Bouskoura au Maroc, Diamniadio au Sénégal, Vision City au Rwanda ou encore Kilamba en Angola. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec Serigne Mansour Tall, coordonnateur du programme Ville durable au NUDI. Merci Monsieur Tall. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous recevoir sur Médian TV Afrique. Merci, moi aussi, tout le plaisir est pour moi. Voilà, avec lui Monsieur Meïsseignan, directeur de la CSI Promobilière. Bonjour, merci. Bonjour, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir en tout cas sur Medi 1 TV Afrique. Et si on faisait la cartographie urbaine de l'Afrique, quel regard jeteriez-vous sur l'aspect organisationnel, Monsieur Tall? Oui, les villes en Afrique augmentent, comme nous le savons, très rapidement. Vous venez de dire exactement que le taux d'accroissement urbain avoisine une moyenne de 4%. Ce qui traduit une augmentation très rapide de la population. Ailleurs dans le monde, les taux dépassent rarement 1 à 2%. Donc nous allons vers une présence en Afrique de beaucoup de villes. Mais moins que cet accroissement moyen, ce qu'on va enregistrer en Afrique et qui semble très préoccupant, c'est qu'on va avoir beaucoup de villes millionnaires. C'est-à-dire on va avoir de grandes métropoles avec tout un ensemble de problèmes, des problèmes fonciers, des problèmes de santé publique, des problèmes de mobilité, comme nous le vivons, des problèmes d'accès aux services sociaux de base, principalement l'assainissement. C'était la journée mondiale des toilettes. Aujourd'hui, peut-être 30% de la population africaine ne dispose pas de toilettes dans leur domicile. C'est très basique, mais c'est ces problèmes auxquels les villes sont confrontées en Afrique. Et il faut les adresser. Mais ce qui nous rassure un peu, c'est que aussi les villes sont la solution pour régler ces problèmes. Du fait de la concentration des populations qui y sont, et qui dit concentration dit marché, mais aussi du fait de la présence de ce que nous appelons le dividende démographique, c'est-à-dire cette augmentation très rapide de la population qui se traduit par une forte représentation des jeunes filles et des jeunes garçons, qui sont donc des potentiels en termes d'employabilité, en termes d'innovation, en termes aussi d'appropriation des outils qui aujourd'hui dirigent le monde, comme les outils du numérique, du digital. Donc les villes sont certes un problème, mais les villes sont aussi la solution. Et il faut agir sur les villes aujourd'hui pour agir sur un meilleur futur pour l'Afrique. À ma connaissance, il n'y a aucun pays qui s'est développé sans pour autant au préalable s'urbaniser. Il faut nécessairement promouvoir l'urbanisation pour améliorer la situation dans les zones rurales. Les zones rurales ont toujours été des zones de production, mais une production sans transformation ne se traduit pas par une amélioration de la production. Et tout cela, nous allons y revenir en profondeur, mais à partir du tableau que vient de peindre Monsieur Tall sur l'urbanisation, y a-t-il lieu de repenser les villes africaines, selon vous? Ah oui, il y a urgence à repenser les villes africaines, parce que tout le monde sait qu'avec la bombe démographique, les populations qui augmentent à raison de presque 2,5% par an, il faut des politiques beaucoup plus hardies, vraiment d'urbanisation pour contenir tout cela. Ce qui fait qu'il y a plusieurs aspects vraiment à mettre sur la balance. Il y a l'aspect législatif, il y a l'aspect organisationnel, hiérarchisation des espaces, lutter contre l'indiscipline, l'encombrement, les problèmes de mobilité urbaine, les problèmes d'accès aux équipements sociaux de base. Mais qui dit urbanisation en Afrique dit en premier la question de l'habitat. Parce que je pense qu'en réglant le problème de l'habitat, en évitant l'habitat précaire, l'habitat spontané, vous réglez ipso facto le problème des bidonvilles. Puisque la principale cause de la désorganisation de la ville, c'est la ruralisation. Vous voyez donc avec l'exode rural qui contribue à accroître la population urbaine, les autorités n'ont pas eu à anticiper les mesures qui s'imposent pour pouvoir contenir ce problème-là.
il y a non seulement l'accroissement de la population, du fait donc de la natalité, mais aussi l'accroissement de la population urbaine du fait de comment on appelle, de l'exode rural. Alors, par rapport à ça, il faut une politique. Mais il se trouve que le démembrement de l'État, les services de l'État qui doivent s'occuper de cet aspect fondamental, c'est les services les plus mal dotés en matière de personnel et aussi de budget. Donc, ce qui fait que si vous regardez dans la zone de Dakar, le service départemental de l'urbanisme, avec tout ce qu'il coiffe au niveau de Dakar, allez-y pour voir le nombre de personnels qu'il y a là-bas. Ils sont dans quelques bureaux, dans un espace de même pas 200 mètres carrés, et ils veulent gérer tout un département. Ce n'est pas possible. Donc, il y a des aspects qui sont liés à la police de l'urbanisme, parce que qui dit réglementation, dit suivi. Déjà, au niveau de la réglementation, le code de l'urbanisme, c'est déjà une histoire, un serpent de mer. Nous appliquons des règles qui datent de 1966, qui ont été reproduites dans le code de 88 et reproduites encore dans le code de 2010. Donc, il a fallu attendre de 88 à 2010 pour avoir une partie réglementaire. Donc, c'est vous dire que les retards sont là. Et pendant ce temps, ça n'attend pas. La nature a horreur du vide. Les populations qui veulent se loger donc, vont prendre tout ce qu'ils trouvent sous la main, quitte à aller dans des zones qui font l'objet d'inondations ou d'absence de salubrité, etc. etc. Et puis, maintenant, l'autre problème est lié aussi à la question de l'aménagement. L'aménagement a un coût. Mais oui, il y a l'aménagement du territoire, il y a des plans que l'État est en train de faire, il y a des commissions qui sont en train de travailler là-dessus, mais le temps n'attend pas. C'est-à-dire que l'État prend son temps, les commissions sont là à se réunir, alors qu'il faut des mesures d'urgence, des mesures hardies. Il faudrait revoir la politique. Il faudrait revoir la politique d'habitat. Il faudrait une politique bien pensée, et surtout avec la décentralisation, avec l'acte 3, on se retrouve avec une communalisation à outrance. Vous avez des communautés rurales qui se retrouvent du jour au lendemain érigées en ville. Bon, il faudrait qu'on reprenne les critères n'est-ce pas, de ville. Michel Tal nous dira quels sont les critères retenus par l'ONUDI. Mais si on se base sur les critères de 10 000 habitants ou une population qui y a au moins 25% seulement de personnes qui sont dans le secteur de l'agriculture, on peut considérer que c'est une agglomération urbaine. Tout ça, ce sont des questions à penser. Et là, c'est quand on prend le cas du Sénégal, qui est un peu l'exemple un peu partout en Afrique, déjà ça me donne envie de vous poser la question de savoir de quoi souffrent justement les villes africaines, vu les nombreux problèmes que nous avons énumérés. Oui, les villes africaines souffrent, comme il l'a dit mon collègue Nia, d'un déficit de planification. Ça, on peut dire que c'est un des grands problèmes. Parce que vous avez raison d'intituler votre émission « Repenser les villes africaines ». Nous ne les pensons pas. Nous ne les planifions pas, nous les construisons. Et quand je dis nous, c'est à la fois l'État, les populations et tous les acteurs. Et ça, nous le faisons dans les désordres parce que nous n'avons pas d'outils de planification. Et lorsque nous les avons quelquefois, nous avons du mal, comme il l'a souligné, à les faire respecter. Du fait parfois d'un déficit en ressources humaines, comme il l'a souligné, ou bien parfois même d'une absence de volonté politique, ou bien de choix dans les priorités. Et tout cela nous interpelle. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble des villes africaines, des pays africains, ont besoin de se doter d'une politique nationale d'urbanisation. Et ça, c'est ça la voie pour repenser ces villes. Et en se dotant d'une politique nationale d'urbanisation, on sait au moins où est-ce qu'on veut aller. Parce que les réalités sont très différentes d'un continent à l'autre. Et nous avons besoin, nous, de penser. Parce que nous repenser même, c'est trop dire, parce que nous l'avons rarement pensé. Mais nous avons aujourd'hui besoin de repenser notre urbanisation. De quelle urbanisation nous devrions aller? Et ça, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de cela. Après cette réflexion stratégique, nous devrions faire l'effort, comme il l'a dit Nia, d'améliorer la couverture de nos villes en documents de planification. Parce que il y a des politiques, il a raison, on est passé des communautés rurales aux communes. Cela implique, selon le code de l'urbanisme, à doter ces communes de documents de planification urbaine. Le taux de couverture avant l'acte 3 au Sénégal était de 26%.
Aujourd'hui, on peut affirmer sans risque de se tromper que le taux devrait être à 2%, parce que toutes les communautés rurales sont devenues des communes sans pour autant qu'ils aient un document de planification. C'est ça qui explique que partout dans le Sénégal, il y a des conflits entre les limites des communautés, des communes. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus de communautés rurales, les communes ne savent pas où elles commencent et où elles s'arrêtent. Et dans ce cas même, je vous repose la même question que vous-même vous avez posée. De quelle urbanisation nous devons aller? Oui, nous avons besoin d'une urbanisation pensée, nous avons besoin d'une urbanisation financée, nous avons besoin d'une urbanisation qui a doté d'une législation. Et ça, il a raison. Le taux de révision de nos codes était un peu trop espacé. Et la ville allait plus vite que les documents. Et ça, c'est un travers que nous sommes en train de corriger, que l'État du Sénégal est en train de corriger parce qu'il est engagé dans la révision du Code de l'urbanisme et du Code de la construction. Et comme vous le savez, une aujourd'hui des influences qu'ONU Habitat veut faire auprès des pays africains, c'est de renforcer la législation urbaine. C'est devenu une grande branche au niveau de cette agence des Nations Unies pour inciter les États à se doter d'une législation urbaine. Et ça, je pense que c'est fondamental. Mais de manière générale, disons que nous souffrons. Notre urbanisation et notre habitat souffrent de ce que nous appelons communément les 3 F. D'un foncier qui n'est pas aménagé, qui n'est pas géré, qui n'est pas titré. Aujourd'hui, nous n'avons même pas à l'échelle du pays 3% de titres fonciers. C'est relativement faible. Et qui dit absence de titres, dit difficulté de mobiliser le foncier pour financer l'habitat. Nous souffrons d'un autre F, c'est la fiscalité. Je ne suis pas en train de balayer devant la porte de mon ami, mais ces entreprises de promotion immobilière ne bénéficient pas de beaucoup d'avantages fiscaux, ce qui rend leurs produits un peu plus chers et donc moins accessibles pour les populations. Nous souffrons, en dehors de la fiscalité du foncier, aussi de problèmes de financement. Parce que l'habitat et l'urbanisation ont besoin de ressources longues, c'est-à-dire de ressources qu'ils doivent avoir pour les rembourser petit à petit sur une échelle de temps qui est relativement longue. Et ces ressources ne sont pas souvent disponibles. Parce que les banques que nous avons sont des banques commerciales, des banques certes surliquides, mais qui n'ont que des dépôts à très court terme, donc qui ne peuvent pas prêter de l'argent pour de longues périodes. Il faut qu'on invente maintenant des outils. Et on n'a pas besoin d'inventer la roue. Beaucoup de pays ont surmonté ces gaps en mettant en place des garanties, en mobilisant le foncier, comme on le fait actuellement à Diamniadio, pour financer les promoteurs. Nous allons y revenir aussi. Il faut généraliser cela. Il faut en tout cas veiller à ce que l'habitat, qui constitue, comme il l'a dit, une demande sociale forte, bien avant la santé et l'éducation, que l'habitat soit facilité, pas seulement pour l'appropriation, mais même pour le locatif. Aujourd'hui, le locatif est laissé complètement entre les mains d'acteurs informels qui appliquent les taux qu'ils veulent, qui ne respectent rien, qui échappent à la fiscalité, qui exposent les populations à des redevances locatives parfois excessives, sans pour autant, même les conditions d'entrée dans le marché locatif sont extrêmement contraignantes. Vous voyez des promoteurs qui m'ont demandé 4 mois d'avance. Tout cela doit être réorganisé, tout cela doit être mis en ordre, tout cela doit être géré, comme il l'a dit, par une législation urbaine très claire, mais aussi par des outils d'accompagnement au niveau foncier, au niveau du financement et au niveau de la fiscalité. Alors, Monsieur Niang, comme l'a dit Monsieur Tall, nous souffrons de beaucoup de choses. Selon vous, que faudrait-il faire pour y remédier et aussi, comment faire pour maîtriser le développement urbain selon vous? Ben, comment faire? Il faut légiférer. C'est-à-dire que l'État a la prérogative donc d'organiser tout cela par l'intermédiaire de l'outil législatif, mais comme l'a dit M. Tall et que je l'ai soulevé tout à l'heure, c'est cet outil législatif qui est le plus défaillant aujourd'hui, puisque c'est des textes qui sont intermittents, qu'on triture de temps en temps, mais qui sont obsolètes. Ils sont adaptés à une réalité
qui date de l'époque de lendemain des indépendances, où l'État devait tout faire. Les premiers habitats qu'il y avait à l'époque, les logements étaient construits par l'État, par l'intermédiaire des sociétés parapubliques, la SICAP, la SNHLM. Mais aujourd'hui, la part de ces sociétés-là dans le développement de l'habitat est epsilon. D'ailleurs, j'ai parcouru une revue récente de la Banque mondiale qui montre que 80% du financement de l'habitat, de l'immobilier au Sénégal est d'origine privée. C'est des sociétés privées de promotion qui ont fait les aménagements. Ce sont les seuls aménageurs actuellement sur le marché. L'extension est faite aussi, bien sûr, des nouveaux pôles urbains qui ont été initiés par le gouvernement avec le cas de Diamniadio. Et on va y revenir parce que nous avons des observations, des objections par rapport au système de développement de pôles urbains. Mais la plupart de cet habitat-là, c'est des initiatives privées, c'est des personnes, des Sénégalais qui veulent un habitat parce que c'est un besoin, même l'animal pense à son nid, l'oiseau, etc., la tanière, donc à plus forte raison l'être humain. Donc la nature a horreur du vide. Comme il n'y a pas de politique, les gens prennent en charge leur destin, vont aller prendre des terrains là où ils ne devraient pas. Aujourd'hui, il y a un phénomène avec, comme on dit, l'abandon des anciennes communautés rurales au profit de l'actoire de la décentralisation. Mais on se rend compte que tous les champs de culture, les terrains à usage agricole qui existaient dans la zone, sont en train d'être transformés en zone d'habitat. Et vous dites aux gars, aux personnes concernées, qu'est-ce que vous avez comme papier? Ils vous disent, j'ai une délibération. Mais je dis, mais cette délibération-là, ce n'est pas un titre. Donc, comme disait Michel Tal, il y a un déficit en matière de titrisation du foncier. Et je ne vous coupe pas, à cela s'ajoute aussi les nombreux défis auxquels sont exposés les États, à savoir l'assainissement, l'approvisionnement en eau et électricité, entre autres. Je vais en venir. Aujourd'hui, ce n'est pas pour rien que j'ai dit, il n'y a que les privés qui financent l'aménagement. Il y a eu une période où l'État avait mis en place une société d'aménagement qui était la SCAT Urbain. Il y a eu les expériences de la ZAC où l'État a eu les zones d'aménagement concertées, où l'État a eu, en partenariat avec des privés, réalisé de grands ensembles immobiliers. Et après, ce sont ces promoteurs-là à charge à eux de contribuer et ensuite de revendre ce foncier-là. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces politiques-là. Il n'y a pas de viabilisation de grands ensembles. On fait des autoroutes. On construit des autoroutes, on fait des autoroutes qui coûtent des milliards et on oublie de faire l'essentiel, c'est-à-dire à côté de ces autoroutes, vous avez la possibilité d'exploiter ces autoroutes-là en réalisant de grands ensembles aménagés, en amenant l'eau, l'électricité. Mais aujourd'hui, quand vous faites un lotissement, c'est à vous, promoteurs, vous vous adressez à la Sénélec. Le règlement du service de l'électricité impose à ces sociétés concessionnaires de réaliser les réseaux. Le promoteur va réaliser un réseau d'électrification. La Sénélec vient lui dire, voilà, vous me mettez des câbles de telle catégorie, telle, et voilà. Après, c'est la SDE, etc., qui demande des conduites d'eau de telle dimension, etc. Le promoteur achète tout ça, les fait réaliser par son projet, et ces sociétés-là les réceptionnent dans leur patrimoine à la fin de l'opération, sans débourser un rond. C'est ce qu'on appelle en droit de l'enrichissement sans cause, puisqu'ils mettent dans leur patrimoine des biens qui n'ont pas été financés, alors que la loi leur impose. Si vous leur demandez, ils vous disent non, il faut nous prévenir 4 ans à l'avance pour qu'on puisse mettre les infrastructures nécessaires. Et tout cela pour dire... Et le dernier en date, je vais vous dire une chose, parce que ça me tient à cœur, la Sénélec a pris une nouvelle décision consistant à dire que même le poste de transformation électrique qui transforme le courant moyenne tension en basse tension, le promoteur maintenant doit l'équiper. Alors qu'avant, c'était la Sénélec. Donc, et tout ça, le promoteur n'est pas un enfant de cœur. Et la Sénélec, qui, je le rappelle, est la Société nationale d'électricité. La SDE aussi réceptionne le réseau d'adduction d'eau, l'ONAS, le réseau d'assainissement, tout ça aux frais du promoteur. Mais le promoteur, qu'est-ce qu'il fait? Il répercute tout ça sur le prix de vente. Et cela a un impact sur le coût. Sur le coût. Et ça entraîne un dérapage et ainsi de suite. Et en plus de cela, M. Tal, déjà... Qu'est-ce que vous pensez de tous ces arguments fournis par M. Niang? En plus de cela, les infrastructures aussi qui ne suivent pas le même rythme de croissance que les villes. Oui, ce diagnostic qu'il vient de faire est tout à fait vérifié. Mais cela reste lié, comme il l'a dit aussi, à l'absence des grands aménagements, des aménagements d'ensemble. L'État est en train de corriger ça à travers les pôles urbains, dans lesquels au moins l'État se soucie de mettre en place les réseaux primaires, à charge maintenant aux promoteurs et peut-être aux bénéficiaires ou développeurs de mettre en place les réseaux secondaires et tertiaires. Mais cela est lié aussi à un contexte économique qui n'était pas très favorable
Nous savons tous qu'il y a 2 ou 3 ans, ou même depuis plus d'une décennie, que la Sénélec peine à équilibrer ses comptes et ses investissements étaient très faibles. Donc la Sénélec aussi s'est trop appuyée sur ses promoteurs et normalement cela n'aurait pas dû se faire parce qu'ils deviennent après les exploiteurs et les bénéficiaires de ces réseaux mis en place par les promoteurs. Mais tout cela est lié à l'absence d'une politique d'ensemble qui ferait des aménagements à grande échelle et maintenant on allouerait ces aménagements aux promoteurs pour essayer de développer des programmes au bénéfice des populations parce qu'en réalité, malgré tout cela, c'est les bénéficiaires, les populations donc, qui trinquent parce que ce sont eux qui supportent le coût de ces équipements. Si ce n'est pas mis par l'État ou ses concessionnaires, le promoteur n'est pas, comme il le dit, un enfant de cœur. Il ne peut pas travailler à perte. Il est obligé de répercuter cela dans les coûts ou bien de développer des aménagements très basiques pour pouvoir... L'avantage des populations. Et là, vous avez même parlé d'aménagement, d'où la création de villes nouvelles qu'on observe un peu partout en Afrique. On prend uniquement le cas de Diamniadio ici au Sénégal. Pour vous, constitue-t-elle une solution efficace aux problèmes liés aux fortes urbanisations des villes en Afrique? Oui, il y a certes des insuffisances dans la mise en œuvre de ces grands programmes, mais bon, c'est des espaces quand même où aussi on apprend. Kilamba, qui est peut-être en Angola l'une des premiers exemples, développé avec beaucoup de moyens, a montré quand même beaucoup de limites au départ. Et il y a eu, à un moment donné, on a même pensé que c'était un éléphant blanc. Mais ça peut être une solution dans la mesure où ces villes nouvelles sont quand même des endroits où on a déjà planifié avant de s'établir. Je pense que l'État n'est plus en retard. C'est mieux que l'État anticipe, qu'il laisse les populations s'installer pour revenir. Mais ces villes nouvelles, leur originalité, c'est que ce ne sont pas seulement des espaces destinés à l'habitat. C'est une haute conception d'une urbanisation qui promouvoit l'employabilité, qui promouvoit la compétitivité des territoires, parce que ces villes nouvelles ont l'ambition même d'être des plateformes tournées vers l'étranger. Ce sont des villes nouvelles aussi qui essaient d'initier. Si on prend l'exemple de Konza City au Kenya, qui est un modèle de ville intelligente, ils essaient de voir comment on peut mettre à profit le numérique et le digital pour faire des villes plus fonctionnelles, plus sûres, plus compétitives. Donc, sous ce rapport, c'est certes de bons exemples et de bonnes pratiques pour un peu anticiper et développer une nouvelle urbanisation. Mais il est vrai qu'il y a encore beaucoup de problèmes. Diamniadio, jusqu'à présent, peut-être il n'y a pas encore âmes qui vivent là-bas, parce que tout simplement, on n'a pas encore mis en place le soubassement économique. Mais si l'État, comme il le fait actuellement, devance en mettant des sphères ministérielles où vont s'établir peut-être 15 ministères, on aura déjà un début de solution. Si l'État met en place une plateforme industrielle internationale que le président de la République va inaugurer demain et qui a coûté 24 milliards, on a vu que l'ensemble des entreprises qui s'y sont installées ont presque dépensé en termes d'investissement l'équivalent des dépenses de l'État pour construire la plateforme. Donc ça, je pense que c'est des innovations qui peuvent nous aider demain à avoir des villes où on peut habiter, travailler, se divertir. Alors, Monsieur Niang, avant qu'on ne boucle cette première partie, tout à l'heure, vous avez évoqué le sujet des pôles urbains. Vous avez votre avis personnel là-dessus, n'est-ce pas? Oui, c'est une bonne initiative. Nous n'allons pas cracher là-dessus. Mais M. Tal m'a marché sur la langue. Le problème qui se pose, c'est comment déplacer des gens pour venir habiter à Diamniadio s'ils ne trouvent pas les infrastructures sociales de base. C'est un problème. Il y a comment on appelle, la nécessité d'avoir des postes de santé, des écoles, des espaces commerciaux, des marchés. Donc ça, l'État, pour inciter davantage, ne devait pas seulement se cantonner à l'aspect... parce qu'aujourd'hui, il faut se dire qu'à Diamniadio, la majeure partie des investissements qui sont réalisés, c'est des commandes directes de l'État.
les entreprises, il y a beaucoup de... En tout cas, les immeubles qui sont en train d'être édifiés là-bas, c'est la plus grande partie, c'est les partenariats entre l'État et des sociétés privées qui ont reçu des subsides assez conséquents de l'État pour le réaliser. Alors, le résultat, c'est quoi? Moi, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on se retrouve avec des exemples de villes africaines qui ont été construites un peu partout en Algérie, en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, etc., ou qui sont restées vraiment... L'effet d'appel n'a pas eu le répondant qui s'y est. Parce que tout simplement... Beaucoup d'intérêt pour les populations. Voilà, parce que comme disait M. Tal, en Angola, au début, on avait parlé d'éléphant blanc pour ce projet-là, parce qu'on avait mis des tours à n'en plus finir. Bon, est-ce que c'est un mode d'habitat adapté ici au Sénégal quand on sait les problèmes liés à la... C'est la bonne question, puisqu'il faut savoir aussi quels seraient les avantages. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va sur Diamniadio, il faut lui donner des avantages. Moi, en tant que promoteur privé, avec une société de la place dans laquelle j'avais eu à faire valoir mes services, on avait eu à réaliser un projet à l'époque, quand il s'agissait de sortir de Dakar, on avait dit, bon, on allait faire une ville nouvelle. Bon, à l'époque, on était au Cap des Biches, bon, voilà, on disait qu'on va faire des écoles, des centres, etc. Un projet très ambitieux. Bon, mais malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu avec le problème de l'argile gonflante, parce que c'est une zone, quand même, un bassin sédimentaire avec la présence d'argile et tout, ce qui fait que le type d'habitat adapté, c'est vraiment des immeubles. Et pour construire sur ce genre de terrain, il faudra avoir des moyens. Mais il faut avoir des moyens. Je ne vous coupe pas, mais justement, ces moyens, nous allons en parler dans la seconde partie, tout de suite. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes toujours dans le débrief et là nous sommes dans la seconde partie, comme on le disait tout à l'heure, Monsieur Union. On parlait, n'est-ce pas, des moyens. Voilà. Alors, je disais en substance qu'au niveau de Diamniadio, c'est vrai, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont eu à bénéficier de commandes directes de l'État, donc je ne vais pas les citer, donc pour faire ce genre d'habitat. Bon, je dirais dans un premier temps, pour ce qui concerne les fonctionnaires qui vont aller là-bas, déjà, leur trouver. Mais le problème, c'est que ces fonctionnaires-là, ce logement-là, il ne sera pas gratuit. Ce sont des gens qui ont déjà acquis un logement dans la zone des SICAP, de Ouest Foire, etc. Je ne vois pas en quoi on va faire des immeubles pour ces fonctionnaires-là. Cela veut dire que ipso facto, ce n'est pas pour eux, de prime abord. Mais ça sera peut-être pour une autre population. Mais maintenant, ces gens-là, c'est vrai qu'on est en train de leur mettre des outils par rapport à la distance, comme le fameux TER, etc., l'autoroute à péage qui est à côté, qui vont leur permettre de pouvoir rallier Dakar sans problème. Mais il reste le problème des infrastructures de base. Comme les écoles, ils doivent mettre leurs enfants, les hôpitaux, donc tout ça. Peut-être que ça va venir, mais il fallait y penser avant. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect incitation. Maintenant, moi, je suis partisan du fait de la macrocéphalie donc, qui sévit dans la presqu'île du Cap-Vert, parce que Dakar, pour le rappeler, même pas 2% du territoire, vous avez un quart de la population concentrée, on aurait pu sortir davantage. D'ailleurs, bon, les autorités parlent plus de pôles, n'est-ce pas, Dakar-Thiès, pour faire des aménagements. Mais moi, je rejoins l'idée qu'un de nos aînés nous avait émis en matière d'aménagement, c'est d'aller dans la zone de Thiès, qui est caractérisée par un certain vallonnement au niveau du relief qui permet de régler les problèmes d'assainissement. Vous n'avez pas de problème d'inondation. Après, vous avez le rail, la route, l'autoroute, etc., qui permettent de rallier Dakar beaucoup plus facilement. Et on sait que Dakar est comme une sorte de presqu'île, donc quasi bouchée. Et le problème et le drame des villes africaines, c'est que la plupart sont des villes héritées du colon, avec des infrastructures et un dimensionnement adapté vraiment aux besoins du colon. Et aujourd'hui, on fonctionne toujours avec les mêmes avenues, les mêmes rues, n'est-ce pas, que du temps de la colonisation. Il y a eu des grands efforts qui ont été faits avec les autoroutes, enfin les corniches, etc., qui ont été aménagées, mais en grande partie, les rues ont gardé les mêmes dimensionnements. Et dès que vous sortez du plateau, vous trouvez des quartiers populaires comme Rebeuss, comme truc, mais il faut vous déplacer là-bas pour regarder. C'est-à-dire que c'est des bidonvilles qui sont à 1 mètre des cités administratives. Donc, il y a des politiques de restructuration à faire. Aujourd'hui, avec le prix du mètre carré en ville, une société privée peut venir et dire, écoutez, tous ces gens-là, en partenariat avec l'État, on fait une opération où on leur dit, vous, votre taudis dans lequel vous habitez, pardonnez-moi l'expression, ou en tout cas votre maison qui est en ruine, on vous donne une maison neuve,
dans le pôle de Lac Rose ou de Diamniadio, une maison toute neuve qu'on va vous donner. On vous donne aussi 10 millions. Parce que si la personne a 200 mètres carrés en ville, regardez le prix du mètre carré en ville. Même si vous le prenez ça se négocie au plateau aux alentours de 1 million. Mais même si vous prenez à 300 000 ou 500 000, vous allez avoir au moins une parcelle de 200 mètres carrés va coûter 100 millions. Alors, la nécessité donc de moderniser. Si vous donnez à cette maison, le coût de la maison que vous allez lui construire, ça va faire à peu près 30 millions maximum. Vous lui donnez 10 millions, ça fait 40 millions. Et vous voyez le gain. Un promoteur qui aujourd'hui devait acheter 1 hectare en ville, ce qu'il devait débourser, il peut aujourd'hui sortir tout juste les 40% pour faire une opération de restructuration. Faire sortir tous ces gens-là, les soudeurs qu'on retrouve là-bas à Rebeuss, Petersen, tout ça, ces garages de mécaniciens, tout ça. Mais il faut repenser la ville. Il faut hiérarchiser les espaces. Dire que donc on va régler le problème des marchés, déplacer les mécaniciens, leur mettre des centres techniques où ils ont tous les équipements nécessaires, avec des véhicules qui vont aller collecter les véhicules en panne, les ramener du côté de Diamniadio. Oui. Tout ça, il faut le faire. C'est vrai, et là, nous allons peut-être faire une transition vers, déjà, toujours rester dans le même sillage avec ces nouvelles villes-là. Monsieur Tall, comment peut-elle faciliter déjà l'intégration africaine selon vous? Oui, l'intégration africaine... Si on prend l'exemple de Skabo avec Sikasso au Mali, Korogo en Côte d'Ivoire, Bobo Dioulasso au Burkina Faso, avec l'Union transfrontalière des collectivités territoriales. Absolument. Ça, c'est un programme qui a été un peu ralenti par les conflits politiques, mais qui est une bonne pratique de reconstruction des territoires à travers une intégration par le bas, parce qu'on parle beaucoup de politique d'intégration, mais dans la pratique, cette intégration doit être soutenue par l'économie, doit être soutenue par les capacités de mobilité d'un territoire à l'autre, etc. Mais avant de venir à ça, juste pour revenir sur là où Nia a fini son développement, c'est qu'aujourd'hui, si on doit repenser les villes, on doit repenser la capitale, mais on doit repenser aussi les villes dans les autres territoires. Et là, je pense que le gouvernement est aussi en train de réfléchir sur ça, parce que la politique des pôles urbains ne se limite pas à Diamniadio et Lac Rose. On vient dans le cadre de la réforme qui a permis de créer la Direction générale de l'urbanisme et de l'architecture, on a créé une direction de la promotion des pôles urbains. Et cette direction se donne pour ambition de mettre en place, à l'horizon du PSE, 27 pôles urbains dans tout le territoire, en nous appuyant sur les villes qui se développent déjà. C'est comme on le dit, une barrique sur une pente. On pousse, il se développe, on ne pousse pas, il se développe. C'est les villes minières, c'est les villes transfrontalières, c'est les villes marchés, hein, à l'échelle du Sénégal. C'est les villes carrefours routiers. C'est les villes, c'est en tout cas les villes qui ont déjà une dimension économique qui leur permet de connaître des taux d'accroissement très rapides, mais où il y a encore une possibilité en termes d'employabilité, en termes de développement économique local. Et justement, ces villes carrefour, comment peuvent-elles faciliter l'intégration africaine? Oui, parce que ces villes, si nous prenons l'exemple des villes transfrontalières, la frontière elle-même est un espace économique caractéristique qui permet des échanges, qui permet une mobilité, qui permet même l'établissement d'activités économiques spécifiques. Donc qu'on intervienne ou non, les villes qui sont des têtes de pont dans les passages frontaliers sont des villes qui vont se développer. Il faut les aménager. Vous voyez Rosso, c'est une ville très dynamique, mais si vous regardez l'espace, c'est toujours l'espace d'un village. Donc il faut qu'on ait des actions spécifiques autour de ces villes transfrontalières. C'est la même chose au niveau des villes minières. Ces villes minières, du fait de l'arrivée massive de capitaux, doivent sécréter, non pas de dire on va employer les jeunes, parce que les jeunes n'ont pas souvent les qualifications requises pour travailler dans des postes spécifiques de la mine, mais on doit développer l'activité économique. Tous les poulets que l'on consomme peut-être dans l'usine d'exploitation de l'or qu'on vient d'inaugurer, que le président a inauguré il y a quelques jours, commandent certainement leur poulet d'ici. Il faut enclencher un processus de développement économique local qui va être articulé à la mine, parce que les villes minières se développent.
On n'y peut rien. Et là, même avant d'en revenir à l'économie, il y a juste une question. Dakar qui a abrité déjà les 16 et 17 octobre 2018 le forum ministériel africain sur l'habitat et le développement urbain. Vous étiez le président du comité scientifique. Si on peut revenir un peu sur cet événement-là, qu'est-ce qui a été retenu? Oui, ce qui a été retenu, c'est la feuille de route de Dakar. Parce que souvent, on a toujours fait des déclarations, mais qu'on n'a jamais pu rendre effectif. On a dit au moins cette fois-ci, nous changeons de cheval de bataille. On va mettre en place une feuille de route avec des activités précises et surtout des activités d'intégration, les possibilités de financement. Cela a été fait et aujourd'hui, on est en train de voir comment nous allons dérouler cette feuille de route. Je pense qu'il y a bientôt une rencontre d'évaluation qui va poser des actes forts pour voir comment on va le mettre. Et comme vous le savez, cette rencontre, dans un premier temps, avait retenu seulement trois thématiques. Les nouvelles urbanisations, ce qui est en train de se faire, parce qu'il faut les soumettre à la critique. Ceux qui sont les concepteurs n'ont pas peut-être les mêmes points de vue de Nia, qui quand même soulignent des manquements qui sont importants. Une ville, au-delà même de ses équipements, une ville a besoin d'âme. Une ville a besoin de culture. Ça, il faut le mettre à Diamniadio aussi. Ça fait partie des choses qui font qu'une ville se développe. Une ville a besoin d'événements qui lui permettent de respirer. Une ville a besoin d'être identifiée à quelque chose. Tout cela... Déjà, avec le FOMADO, on parle du temps de l'action. Oui, parce qu'on veut agir. Aujourd'hui, on ne veut plus se limiter à dégager des grands principes. Les grands principes, on les a depuis longtemps et ça n'a pas permis de régler les problèmes. Aujourd'hui, il faut agir. Et agir, c'est agir à tous les niveaux. Les politiques ne peuvent pas aller construire des logements. Mais les politiques peuvent créer de nouvelles villes, peuvent aménager les espaces, peuvent réguler. Les promoteurs, les développeurs pourront peut-être développer les espaces et produire les logements. Je pense que c'est ça qui a manqué souvent dans l'articulation des responsabilités des différents acteurs. Parce qu'une ville est éminemment complexe. Il y a toute une succession d'acteurs qui interviennent. En milieu rural, c'est moins compliqué que cela. Donc il faut des actions spécifiques pour faire en sorte que ce que l'État ne peut pas faire, ce qu'il ne doit pas d'ailleurs faire à mon avis, parce que ce n'est pas le rôle d'un État, qu'on donne tous les outils aux promoteurs pour le faire. De créer l'environnement. De créer l'environnement, de mettre en place les aménagements. Ils l'ont fait à Diamniadio, c'est vrai. Ils ont mis en place, profiter de l'autoroute qui était là, ils ont mis en place une trame viaire qu'il faut certes renforcer. Ils ont attiré des développeurs, mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin. L'État doit mettre en place les investissements de proximité. L'État doit favoriser l'accès aux réalisations des promoteurs. Mais Diamniadio, il l'a dit tout à l'heure, était un peu spécifique. Parce qu'à Diamniadio, on ne peut pas construire une maison individuelle du fait des contraintes liées au sol. Il faut aller très loin pour mettre les fondations. Donc on doit avoir des moyens. Oui, il faut construire en hauteur. L'accès ne sera peut-être pas facile aux populations. Oui, mais il y a d'autres pôles. Il y a le pôle de Dagholpa qui est à côté. Il y aura le pôle de Deni Biramdao. Il y aura d'autres pôles, comme je l'ai dit, au nombre de 27. Là où je pense qu'il faut quand même faire en sorte que les promoteurs interviennent et qu'on puisse quand même faire en sorte qu'aujourd'hui, si nous facilitons la mobilité, la distance temps ne serait plus un très grand problème parce que nous sommes un très petit pays. Dakar et Thiès aujourd'hui avec l'autoroute Ila Touba, c'est 45 minutes. Donc lorsque vous revenez de Thiès, vous arrivez plutôt à Diamniadio que celui qui vient de Dakar maintenant. Qui pourrait faciliter la mobilité. Alors on en vient, l'urbanisation qui accompagne de manière générale la transformation des économies, ce qui n'est pas le cas en Afrique. Qu'est-ce qu'il explique selon vous? Oui, c'est l'inadéquation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez d'économie, il faudrait d'abord que les acteurs, chacun des acteurs, c'est comme dans un orchestre. Il faut que chacun joue sa partition. Mais aujourd'hui, qui sont les acteurs? Déjà, je parlais tantôt du problème de l'acte 3 de la décentralisation. C'est-à-dire qu'il y a un émiettement du pouvoir à travers la décentralisation. On donne à des autorités comme les maires des prérogatives pour lesquels ils n'ont pas les outils techniques nécessaires. Justement, ils manquent de moyens financiers pour contenir le poids démographique. Les moyens financiers, l'État ne consacre moins de 2% de ses ressources pour les collectivités locales. Moins de 2%. Il faudrait que ces collectivités puissent trouver des ressources annexes. Et c'est là où je dis que ces maires-là, ils ne jouent pas le jeu. Moi, je ne vous raconte pas les problèmes que je rencontre avec eux. Parce qu'on leur donne un pouvoir de délivrance des autorisations, de construire ou des choses comme ça.
Mais rien que pour ce parcours-là, c'est un parcours de combattant. Parce que vous savez que au Sénégal, il y a des gens pour moult raisons qui vont faire pour que leur signature prenne le temps qu'il faut. Même l'État, pour les délivrances d'autorisation, aujourd'hui, un promoteur peut rester 1 an sans avoir son autorisation. Et ça, c'est le cas pour les promoteurs. Les promoteurs, c'est les principaux aménages. Qui aménage aujourd'hui la ville en dehors des promoteurs? Bien évidemment. C'est les 80%, c'est les promoteurs. La première expérience d'aménagement, ou les rares qu'il y a eu depuis l'ASCAT urbain, c'est le Diamniadio, les pôles et la zone de recasement du côté de l'aéroport. Sinon, il n'y a pas d'autres projets que l'État a eu à faire. Peut-être, si on avait pu reconduire l'expérience des Parcelles Assainies dans les années 70, c'était avec l'appui de la Banque mondiale. C'était un exemple intéressant à pérenniser. Par exemple, dans les nouveaux développements qu'il y a. Mais tant que ces acteurs-là ne jouent pas le jeu, l'État et les collectivités locales, qui ont en charge de l'autorité, qui puissent donc donner les signatures nécessaires, faire de l'incitation, c'est-à-dire permettre à des entreprises de leur dire que voilà, si vous venez dans ma commune, vous avez tel avantage, on vous donne ceci, on vous donne cela, ça peut leur permettre de venir. La deuxième chose, c'est que tout à l'heure dans mon introduction, je disais que si vous réglez le problème de l'habitat, vous aurez réglé le problème de l'urbanisation à 70%. Et aujourd'hui, le problème de l'habitat est gangréné par le problème du financement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a que le financement bancaire. Et tout à l'heure, M. Tal, on a parlé les 3 F, le foncier, la finance et la fiscalité. Maintenant, le financement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les structures, le financement classique, les banques commerciales, c'est les gens qui ont des revenus du secteur formel. Donc, c'est des salariés, que ce soit de l'administration ou du privé. Mais la majeure partie des Sénégalais, ce ne sont pas des salariés. C'est des acteurs qui sont dans le commerce, c'est des agriculteurs. Dans l'économie informelle. Il faut trouver les moyens pour l'État de mobiliser des ressources longues. Que l'État va déposer dans une structure, ça peut être une structure de crédit foncier, ça peut être la BHS. En tout cas, une structure qui va se charger de commander auprès des promoteurs la construction de logements. Une fois que ces logements seront construits, l'État les place. Par exemple, si on prend des ressources longues sur 30 ans ou sur 40 ans, 50 ans, vous leur donnez en mode locatif. La personne, le travailleur, l'agriculteur, celui qui rentre, il paye par mois. Ce n'est plus un crédit, ce n'est pas un crédit qu'on a prêté, mais c'est le prix de la maison qui est différé dans le temps, moyennant bien sûr les frais donc, pour l'État liés au financement. Et à partir de ce moment, les gens paient un loyer. Mais ceux qui paient des loyers dans le privé, mais vous pensez qu'ils vont continuer à le payer, sachant que l'État leur donne la possibilité de déménager dans une maison toute prête qui les attend, où ils ne paieront que par mois? Donc tout cela pour dire qu'il faut bien coordonner non seulement l'aménagement du territoire, et aussi bien planifier les infrastructures. Mais planifier. Aujourd'hui, si vous regardez l'ONAS, le cas de l'ONAS, bon, moi je décris les choses comme elles sont. Aujourd'hui, ce sont les promoteurs qui réalisent. Moi, il y a un lotissement que nous venons de faire, où c'est nous qui avons réalisé tout l'assainissement et c'est nous qui le gérons. Parce que l'ONAS a dit, moi, dans la zone, je n'ai pas de station de relevage des eaux. L'Office national d'assainissement. Ils n'ont pas d'infrastructure. Des fois, c'est le promoteur qui se cotise pour réaliser une station. Ça nous est arrivé sur la VDN. Alors, dans ce cas de figure-là, M. Tal, que faut-il faire? Oui, il faut beaucoup de ruptures. Je pense que ça, nous l'avons déjà dit, hein, il faut des aménagements à grande échelle. Parce que aussi, le problème de l'État ne peut pas, à chaque fois qu'un promoteur doit intervenir quelque part, venir mettre en place les VRD. Il n'a pas de l'assainissement est très cher. Je parle sous son contrôle, mais ça peut même être peut-être 15% du prix de cession des logements. Il faut que l'État, ce qu'il est en train de faire, je pense qu'il faut le consolider, c'est-à-dire aménager des pôles dans lesquels les investissements primaires sont mis en place et dans lesquels maintenant il faut renforcer le secteur privé national. Parce que Diamniadio aussi, c'est vrai qu'on ne voit pas les promoteurs classiques qu'on voyait là-bas. Il faut quand même créer des espaces dédiés à ces acteurs qui sont des acteurs clés. Et pour ça, peut-être Diamniadio, c'était difficile parce que tout simplement, le sol a présenté un certain nombre de contraintes pour y faire des maisons individuelles. Mais il faut aussi changer nos habitudes, nos modes d'habiter. On dit souvent qu'on ne peut pas habiter par appartement, mais aujourd'hui, avec les problèmes de changement climatique, et les problèmes d'empreinte écologique, il faut qu'on se plie à l'obligation d'habiter dans des appartements. Parce que c'est ce qu'on fait, mais très mal. Si vous allez à Grand Dakar, si vous allez au Parcelles Assainies, si vous allez à Grand Yoff, mais les gens, ils vivent dans des appartements. Donc, c'est faux de dire qu'on ne peut pas vivre dans des appartements. Les modes d'habiter ont beaucoup évolué.
C'est aujourd'hui rare de voir des familles avec plusieurs segments, avec plusieurs ménages dans la même maison. Tout cela renvoie toujours à l'habitation et notamment surtout aux infrastructures qui reviennent. Parce que le problème des infrastructures est lié à ça. C'est-à-dire, si nous mettons un réseau d'assainissement, mais il faut le dimensionner, mais il faut le rentabiliser en faisant des villes compactes. Mais on ne peut pas les mettre de manière coordonnée, excusez-moi, dans les infrastructures afin de relier tous ces éléments du développement urbain. Il faut planifier. Tout cela, il faut les planifier. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut planifier et inscrire cela. Même si ce que les gens oublient, c'est qu'on peut planifier et différer la mise en place des infrastructures. Quand on planifie, c'est sur 100 ans. On ne planifie pas pour les 10 prochaines années. Et il a raison de dire qu'il y a des rues aujourd'hui qui ne sont pas adaptées parce que tout simplement, quand on les planifiait, on n'avait pas les mêmes contraintes. C'est vrai qu'à Diamniadio, il y a l'autoroute et l'axe des 70, mais moi, j'aurais fait l'axe des 100 pour mettre peut-être deux travers, mettre des aménagements paysagers qui sont disparus de nos villes alors qu'on avait les leçons. Vous parcourez les SICAP, vous verrez quand même des plantations qui ornent toutes les rues. Quand les gens choisissaient de mettre des allées, ils mettent des allées. Mais quand ils choisissent de faire du standing et de mettre des rues, ils mettent l'aménagement paysager. Et aujourd'hui, avec les changements climatiques, nous avons besoin d'inscrire cela dans la dynamique des villes. Je ne sais pas quel est le système d'aménagement paysager à Diamniadio, mais nous avons besoin d'y voir des arbres, nous avons besoin d'y voir des lacs, nous avons besoin d'y voir tout, parce qu'une ville, c'est tout. C'est tout un tout, ce n'est pas seulement des bâtiments, ce n'est pas seulement de l'habitat. Il y a plusieurs facteurs Il y a plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte pour que ces villes soient durables. Et déjà, si on parle un peu de la cherté des villes africaines, 29% plus que 29% de celles du monde, et leur impact surtout sur les entreprises. Oui, bon, la cherté, bon, ça c'est d'autres facteurs, hein. C'est lié à des coûts de production donc, qui sont très élevés, le coût de l'énergie, etc. Bon, mais je pense que le fort d'un État, c'est par rapport à un environnement qui ne vous est pas favorable, c'est de trouver des solutions alternatives. Les solutions alternatives sont les suivantes. Tout à l'heure, M. Tal a parlé du cas de Kédougou. Aujourd'hui, il y a une effervescence dans le secteur minier. Mais qu'est-ce qui est fait pour aller accompagner cette effervescence-là? Aller déjà jouer sur Kédougou. Tout à l'heure, les villes transfrontalières dont vous parlez. Moi, j'ai fait des projets sur Kaolack. Mais Kaolack, si vous voyez l'imbrication de Kaolack avec le Mali, et la sous-région, la Gambie, la Guinée, c'est une zone, c'est un carrefour. Et on aurait pu utiliser cette ville pour faire par exemple des déchargements là-bas au niveau du port de Kaolack ou de Foundiougne, faire du transport maritime de marchandises ou de transport. Favoriser le développement régional. Et aussi l'évacuation, comment dirais-je, l'acheminement des produits agricoles. N'est-ce pas? Utiliser donc le hub de Kaolack pour l'exportation. Donc, il faut regarder par rapport à cette dynamique de pôle, essayer de voir les spécificités régionales en vue de créer une synergie globale. Aujourd'hui, quand vous avez parlé de moyens, moi je pense à une chose. Si aujourd'hui l'État crée une structure chargée de régler toutes ces questions-là urbaines. Moi, j'avais vu une fois en Côte d'Ivoire, du temps de feu Boigny, une direction des grands travaux au niveau national. Mais il suffit de créer une structure. L'APIX, on a vu le travail qu'ils font, mais ils le font en matière d'investissement. Mais il nous faudrait avoir une sorte d'APIX en matière urbaine, en matière d'habitat, où on retrouvera la Sénélec, qui va donc mettre des ressources, la SDE ou la société qui sera en charge de l'exploitation de l'eau potable, l'ONAS, qu'on devrait doter de moyens subséquents pour pouvoir réaliser sa mission, mettre aussi des services de sécurité. Il y a le problème de l'encombrement des villes. C'est une question de discipline. Si vous basez sur les commissariats de police, vous ne réglerez pas le problème. Les maires ont des pouvoirs de police. Mais où est-ce que vous avez trouvé ici au Sénégal une question de police municipale? Parce qu'il y a des raisons politiques. On ne veut pas armer financièrement et politiquement les maires. On les dessaisit, ils sont dépourvus de certaines prérogatives et de certains moyens. Si on prend pour le chômage des jeunes, on recrute des jeunes au niveau des communes, on renforce les équipes pour en faire une police municipale, une police touristique, une police d'urbanisme. Tous ces secteurs-là où d'après la loi, il devrait y avoir une police. Vous récupérez tous ces jeunes-là, il y a eu l'expérience des volontaires de la mairie de Dakar, mais ces expériences, il faut dépasser le cadre du volontariat. L'agence de recrutement, comment on appelle? L'ASP. Mais il faudrait essayer de travailler ces exemples-là pour faire du personnel pour les polices municipales
et les polices d'hygiène. D'accord, Voilà. et tout cela n'est qu'une parenthèse et rapidement, Monsieur Tall, l'Afrique a besoin, selon, si on se réfère aux propos de Monsieur Niang, de villes moins chères, mieux desservies et plus vivables. Oui, absolument. L'Afrique a besoin de villes moins chères pour que ces villes soient accessibles aux Africains. Mais moi, je me méfie toujours de ces classements de Merci et autres qui se basent sur le prix des hôtels et autres, ce qui n'est pas du tout les espaces économiques de la ville que nous pratiquons, nous. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut rendre nos villes vivables, c'est-à-dire plus accessibles, en agissant sur les leviers. Et les leviers, il y en a beaucoup. Par exemple, il vient de souligner la question de la sécurité. C'est une question fondamentale. Aujourd'hui, nous avons vu la montée de la violence urbaine, une violence qui a plusieurs dimensions. Il faut les adresser parce que les villes intelligentes, ce ne sont pas seulement des villes numériques équipées digitales. Les villes intelligentes sont des villes qui savent répondre aux besoins qui se posent à leur population. C'est ça, en fait, l'intelligence. Et la question de la sécurité est aujourd'hui une question qu'il faut adresser pour obliger les gens à être disciplinés. Hein? Personne ne n'est discipliné. C'est parce qu'on grandit dans un environnement où on nous impose, on nous apprend la discipline. L'exemple du Rwanda est là. Tout cela demande quand même à ce que, comme il l'a dit, que les maires soient véritablement les patrons de leur territoire. Et ce n'est pas le cas. Les maires n'ont pas de fonction publique locale. Ils sont très peu reliés à l'administration. Mais eux-mêmes, leur système de gouvernance souffre de plusieurs problèmes. Et aujourd'hui, le développement ne peut se faire que par le développement territorial. Il faut que les maires créent une ambiance de développement, qu'eux-mêmes, qu'il y ait une émulation entre les territoires pour promouvoir le développement. Et ça, c'est un problème qui n'est pas adressé. Il a raison, c'est seulement 2% des ressources publiques que nous réaffectons par le biais des fonds qu'ils mettent en place aux mairies. Et souvent, cet argent est utilisé plus pour le fonctionnement que pour l'investissement. Tout cela, c'est des choses que nous devons corriger pour rendre nos villes plus vivables. Mais je pense que les 3 dimensions qui ont été les empreintes du FOMADou, si nous y agissons avec quand même un planning très déterminé, avec les moyens conséquents, nous pouvons y arriver. Parce que nos villes, il faut les mettre à niveau. Nos villes, il faut promouvoir de nouveaux espaces d'urbanisation. Mais nos villes, nous devons les gouverner. Et c'est tout ce qu'il vient de dire. C'est la gouvernance sécuritaire, c'est la gouvernance transparente, c'est la gouvernance dans les relations. Mais il faut immanquablement les gouverner. Et nos villes souffrent d'un déficit de gouvernance. Nous le savons tous. Aujourd'hui, même accéder à l'administration, on n'a plus besoin d'aller à l'état civil. On peut dématérialiser le processus de confection de ces documents administratifs et les récupérer après. C'est possible. Mais tout cela demande quand même à ce que nous planifions davantage nos villes. Parce que même si nous avons les stratégies au niveau national et international et que nous avons l'opérationnel avec les promoteurs, si nous ne planifions pas, nous ne pouvons pas articuler le rôle des décideurs et le rôle des gens qui agissent. Voilà, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Bon, les mots qu'on peut retenir, peut-être c'est la planification, en dehors du fait de repenser les villes africaines, et surtout légiférer et investir, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Investir dans les infrastructures, investir dans les équipements. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Un grand merci à nos invités à la partie technique et rédactionnelle. Rendez-vous pour un prochain numéro du débrief, toujours sur Média TV Afrique.